Ah, Désolée. T'as reçu la photo que j'ai prise de là-haut? ah hier Ouais. Le gilet, je n'avais pas le gilet. Hein. That's weird, man. Yep. Really weird. Elle est où maintenant? Aux flics sont devenus des cerveaux. De l'autre côté, c'est mieux. Ça te décolle? Ouais, ça se décolle. Ouais. Vive la France, imberbe! Et les pommes de terre. Allez, on va y aller. On y va, on est parti. D'Alfred Dreyfus, là où Alfred Dreyfus est mort en 1935, au 7 rue des Renaud, en la compagnie de Madame Leblond-Zola, qui est l'arrière-petite-fille d'Émile Zola, et du maire du 17e arrondissement, Gilles Custer. Dans le monde d'hier, on compare Ben Laden à Zola. Donc il y a quand même beaucoup de boulot à faire. Voilà. Une incroyable machination est sur le point de broyer un homme. Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. Vers midi, le capitaine Dreyfus, en tenue de civil, arriva en fiacre, accompagné de monsieur le commandant Henry et d'un agent de la sûreté. Il n'a pu trouver aucune preuve contre moi, car il ne peut y en avoir. 19 décembre, le Conseil de guerre commence. Le 22 décembre, à l'unanimité, les juges du Conseil de guerre condamnent Dreyfus à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée sur la base d'un dossier secret remis par le général Mercier. Aussitôt après la lecture du jugement, je m'écriai, m'adressant aux troupes. Soldats, on dégrade un innocent! Soldats, on déshonore un innocent! Vive la France! Vive l'armée! Je suis innocent, je le jure! Vive la France! À mort! Le 5 janvier, le capitaine Dreyfus est dégradé publiquement dans la grande cour de l'école militaire. Je vis tomber à mes pieds tous ces lambeaux d'honneur. L'adjudant tire le sabre et le brise sur son genou. Les deux tronçons sont jetés. On dégrade un innocent! Comme le reste. Vous direz à la France entière que je suis innocent. Tais-toi, misérable! Tu le sais bien que tu n'es pas innocent. Te voir accusé de trahison envers ce pays, mon esprit se refuse à comprendre. Rapprochez-vous. Émile Zola, dans le dernier volet de son triptyque, Paris, pressentait l'avènement de la justice et il l'appelait ardemment de ses voeux. Le 13 janvier 1898, l'Aurore publia sur 6 colonnes à la une « J'accuse ». Il écrit à sa femme, Alexandrine. J'étais hanté, je ne dormais plus, alors il a fallu que je me soulage. Je trouvais l'âge de me taire. Tant pis pour les conséquences, je suis assez fort, je brave tout. L'article paraîtra demain dans le Figaro. Dans l'article, il exprime sa détermination. Un conseil de guerre a condamné pour crime de trahison un capitaine qui peut-être
est innocent. Et toute cette lamentable affaire Dreyfus est son œuvre. C'est lui seul qui a rendu possible l'erreur judiciaire. Ce poison, c'est la haine enragée des Juifs qu'on verse au peuple chaque matin, depuis des années. Si l'innocence d'un Juif éclatait, quel soufflet pour les antisémites. Il pourrait donc y avoir un Juif innocent. Le 6 décembre, dans l'Aurore, Zola ne décolère pas. N'est-il pas comique de voir d'anciens révolutionnaires frappés par les conseils de guerre affirmer que les conseils de guerre sont infaillibles? Son éditeur Fasquelle, le 14 décembre, publie sa lettre à la jeunesse. Jeunesse, sois toujours avec la justice. Si l'idée de justice s'obscurcissait en toi, tu irais à tous les périls. 100 journaux répètent quotidiennement que l'opinion publique ne veut pas que Dreyfus soit innocent, que sa culpabilité est nécessaire au salut de la patrie. Et sens-tu à quel point tu serais là coupable si l'on s'autorisait d'un tel sophisme, en haut lieu pour étouffer la vérité? Un nouveau pas vient d'être fait. Le commandant Esterhazy est déféré à un conseil de guerre, comme je l'ai dit dès le premier jour. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. J'ai la preuve matérielle de l'innocence de Dreyfus. Il ne restera pas au bagne, j'en fais mon affaire. Zola s'adresse aux Juifs. Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression des pouvoirs publics sur la justice. Ce sont là des mœurs politiques abominables qui déshonorent une nation libre. Si je suis devant vous, c'est que je l'ai voulu, et c'est moi seul, de mon plein gré, qui vous ai choisi. Un laboureur de livres, un aligneur de sillons, un solide, un robuste, un entêté, aux épaules rondes et fortes comme une voûte romaine. Il stigmatise les nationalistes. Et même si je n'étais pas français, est-ce que les 40 volumes de langue française que j'ai jetés par millions d'exemplaires dans le monde ne suffiraient pas à faire de moi un Français utile à la gloire de la France? Clémenceau écrira plus tard « Je ne m'attendais pas à un tel déploiement de haine. Si Zola avait été acquitté ce jour-là, pas un de nous ne serait sorti vivant. » Chaque journée en France amène un coup de théâtre. Les peines dans le procès des experts contre Zola, le 10 août, sont aggravées. Le 12 août, Esterhazy bénéficie d'un non-lieu et est remis en liberté. L'abbé Loutil, le bon abbé Loutil, qui a construit Saint-Odile, a écrit ces lignes dans l'éditorial de la Croix, le 13 février 1898, à propos de Zola, sous le titre « Étripez-le ». Pâle, blême, affaissé, paraissant dégoûté de tout. De loin, on eût dit que tous les poils de sa barbe se hérissaient de terreur et que ses dents claquaient dans sa bouche entrouverte. Et la foule criait « Étripez-le ». Il ajoutait « Ah, comme le Christ sait venger les siens ». Dans la même période, Alfred Dreyfus, sur l'île du diable. Le scepticisme, le prosaïsme de certaines classes, la corruption financière, l'étroitesse d'idées de certains partis, voilà ce qu'il faut combattre partout, au nom des idées. Et si la France voulait renoncer à son culte de l'idéal, à son génie désintéressé, social et humain, elle perdrait sans compensation possible ce qui a toujours fait et fera toujours sa vraie puissance morale. Le 15 octobre, Alfred Dreyfus devient commandant d'artillerie pour l'arrondissement de Seine-Nil, fera valoir ses droits à la retraite en 1907. L'apothéose lyrique de l'humanité en marche vers toujours plus de civilisation. J'y mettrai mes espoirs. Et tout ce que j'ai d'optimisme dans le cerveau. J'écrirai en somme un long poème en prose, plein de lumière, de douceur,
Alors, on ne m'accusera peut-être plus de calomnier les hommes. Une envolée dans la chimère, cela vous va, n'est-ce pas, poète? Alors je voudrais remercier Michel Duchemin, David Lerin, Eugene Ram, qui nous a accompagnés. Anne Gartner, notre costumière, l'ami Jean Grimaud, qui a mis en espace, et qui nous a surtout mis en confiance, et qui nous a permis de la marionnette. Et puis je voudrais remercier vraiment Madame Leblond-Zola du fond du cœur de nous avoir accompagnés, parce que ça nous a... Très important. Elle est venue parce que cette affaire la passionne. Brigitte Custer qui nous a toujours aidés, Valérie Namias qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Et puis alors ce que je voulais dire, c'est que les pensées vont à tous ceux qui sont ici, puis d'autres qui nous encouragent, qui suivent notre aventure depuis un certain nombre d'années. Alors sans votre bienveillance, sans votre amitié et votre indulgence, ce petit miracle à Noël ne se produirait pas. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fortement Lucien Maillard, qui est le concepteur de ce spectacle.